Merci beaucoup, Laura. Merci, un grand merci pour cette introduction. Voilà, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Yannick Gauthier, je suis co-créateur de l'Institut Gauthier avec Los Angeles Torres. Et c'est un grand plaisir de pouvoir vous introduire une personne exceptionnelle qui nous a énormément aidé pour la création de l'Institut Gauthier. Voilà, et c'est un expert de, de, de l'efficience cognitive, hein, pour aider vraiment les personnes à mieux comprendre l'information, euh, et à mieux synthétiser l'information et de pouvoir l'intégrer et puis pouvoir grandir. Voilà, il a été champion du monde de mind mapping en 2018, mais surtout, il a formé tous les champions du monde qu'on suit. Il a permis de transformer Angeli, qui n'aimait pas le mind mapping. Eh ben, il a réussi à la rendre médaille de bronze au championnat du monde de l'année dernière. Voilà. Donc, je vous présente Cyril Maître. À toi la parole, Cyril. Bonsoir à tous, enchanté. Merci d'être là. Bonsoir. Moi, je vais renouveler la demande pour ceux qui... Alors, il n'y a pas aucun caractère d'obligation. Mais pour ceux qui le souhaitent, si vous voulez activer votre caméra, on est juste entre nous. Et c'est toujours plus agréable de parler à des visages qu'à des prénoms et des noms en blanc sur fond noir. Donc, si vous osez afficher votre visage, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc, on va parler d'efficience cognitive ce soir, et notamment de pensée visuelle. Ce que j'ai prévu, c'est de vous parler un petit peu des différents outils de pensée visuelle, et puis après, je prendrai vos questions, et puis si j'ai des réponses, je vous en donnerai, puis si j'ai pas de réponse, je vous dirai que j'ai pas la réponse, tout simplement. Ça vous va? Avant de commencer, ce que je vous propose, c'est qu'on installe un langage visuel simple quand je vous pose des questions. Si vous êtes OK, si c'est oui, vous faites ça. Si c'est non, vous faites ça. Et si c'est entre les deux, vous pouvez faire ça. C'est OK? Super. On va commencer. Et plutôt que de parler comme ça et de vous expliquer la pensée visuelle, je vais vous la montrer en parlant. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Et je vous ai préparé quelques visuels pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Les outils de pensée visuelle. Alors, je vous demande 30 secondes. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien le partage de l'écran? C'est bon? Alors, c'est bien sûr en français, puisque je dispense en général des formations, des conférences en français. Alors, je vous demande 30 secondes, je vais juste ajuster les différents panneaux de Zoom. Voilà. Donc, je disais, c'est en français, et sur les premières planches, vous allez voir, je vous ai mis une traduction sans doute approximative que j'ai fait avec Google Traduction de ce qui est écrit. Voilà ce que je vous ai prévu ce soir. Donc, on est en train de finir l'introduction. On va parler de ce que c'est que la pensée visuelle. Je vais vous présenter la pensée visuelle. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est que la synthèse, on ne la fera pas. On fera ça une prochaine fois si vous voulez. Mais ensuite, je prendrai les questions-réponses. Je vais me présenter en 2 mots. Donc, effectivement, je m'appelle Cyril Metz, ça je crois que vous le savez déjà. Comme l'a dit Yannick, j'ai été champion du monde en Chine en 2018, c'était à Canton. Et depuis, effectivement, alors, pour être exact, on n'a pas formé tous les champions de France et champions du monde parce que cette année, on n'a pas présenté d'équipe. Mais entre 2019 et 2022, effectivement, quasiment, je crois que, je ne dois pas dire, on va dire quasiment, peut-être que j'oublie quelqu'un, mais quasiment tous les gens qui étaient médaillés au championnat de mind mapping, c'est des gens qu'on avait formés avec mon associé qui s'appelle Claudia Eusebio, qui se trouve au Portugal, qu'on avait formés, accompagnés. Et il y a quelques personnes qu'on n'a pas accompagnées en direct, mais c'est des gens, les gens qui les ont formés, c'est des gens qui se sont formés avec nous à devenir formateurs mind mapping,
qui ont suivi le même cursus en fait qu'Angélie, voilà, qui ont accompagné des gens en championnat et qui sont devenus champions du monde. Donc ça fait très très plaisir et je suis beaucoup plus fier de ça en fait, de voir ce que deviennent les gens que d'avoir gagné une fois. C'est sympa, mais le vrai truc sympa, c'est vraiment de pouvoir accompagner les gens à devenir très très bons. Voilà, en 2 mots pour me présenter, je fais des formations sur l'efficience cognitive, c'est-à-dire que j'aide mes clients à faciliter leur gestion de l'information. Et je travaille sur ces 3 axes-là, la lecture efficace, les techniques et les stratégies de mémorisation, et ma spécialité, c'est les outils de pensée visuelle. Donc, comment on associe des mots et des éléments graphiques pour représenter de l'information, mais je vais vous en parler plus tard. Puis je fais d'autres prestations à côté, mais j'en parlerai moins ici. J'espère que ça va pour Angélie qui traduit en direct. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va commencer par parler de la pensée visuelle. Qu'est-ce que j'appelle la pensée visuelle? Tout simplement, c'est un ensemble de techniques, un ensemble d'outils, comme je vous le disais précédemment rapidement, dans lesquels on va associer des éléments textuels, des mots. Ça peut être des mots-clés, ça peut être des phrases courtes ou un ensemble de groupes de mots, mais on va être systématiquement assez synthétique et on va associer ces mots à des éléments graphiques. Ça peut être des pictogrammes, ça peut être des conteneurs, des séparateurs. Enfin, il y a toute une banque d'éléments graphiques. Donc, c'est des mots et des éléments graphiques pour représenter de l'information, pour gérer de l'information. Et les grands champs d'application, il y a 2 grands champs d'application. C'est pour ce que j'appelle gérer l'information entrante et l'information sortante. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces mots un peu barbares, hein, information entrante et information sortante? Tout simplement, l'information entrante, c'est ce que vous êtes en train de vivre ce soir. On est ensemble, je vous donne des informations, votre cerveau reçoit ces informations, les processe et éventuellement en fait quelque chose. Soit vous allez les mémoriser, soit juste vous écoutez, soit vous prenez des notes. Donc, il y a de l'information qui rentre, votre cerveau traite cette information et vous en faites quelque chose. Et donc, avec les outils de pensée visuelle, vous faites ça de façon beaucoup, beaucoup plus efficace. Donc, globalement, sur de la prise de notes, on va dire. Et puis, on peut aussi gérer les informations sortantes avec les outils de pensée visuelle. C'est quoi les informations sortantes? C'est tout ce que vous avez dans la tête, que vous avez besoin de poser, d'organiser pour en faire quelque chose. Et en faire quelque chose, ça peut être écrire un texte, ça peut être préparer une réunion, préparer une prise de parole en public, ça peut être préparer vos vacances, par exemple, avec une carte mentale. Il y a des façons de faire ou préparer un projet professionnel. Dès que vous avez de l'information à gérer, que ce soit votre information ou l'information d'autres personnes, vous mettez les outils de pensée visuelle et c'est tout de suite plus facile, plus simple et plus efficace. Ça va jusque-là? Alors, on va avancer. Donc là, je vous ai donné la définition de la pensée visuelle, hein, un ensemble de techniques qui utilisent les mots, les éléments graphiques pour représenter de l'information. Très concrètement, comment ça se met en œuvre? Je vais vous montrer quelques exemples. C'est pas exhaustif, mais je vais vous montrer les principaux et puis quelques autres qui sont un peu plus confidentiels, en tout cas avec des applications un peu plus confidentielles. Donc, le premier outil que vous devez connaître sans doute de nom, c'est le mind mapping. En français, la carte mentale. En espagnol, ça doit être mapa mental, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je prononce bien. La carte mentale, ça ressemble à quoi? Eh bien, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est une carte que je distribue, une carte simple, hein, que je distribue en formation, qui reprend les règles de construction d'une carte mentale, d'un mind map. Alors, en français. Donc, comment c'est construit une carte mentale? On a ce qu'on appelle ici le cœur de carte, ça va être notre point d'entrée. C'est-à-dire que c'est ce qui doit attirer l'attention tout de suite et c'est la thématique de notre carte qu'on va mettre ici. On a ensuite des branches un peu plus épaisses, c'est des branches de premier niveau. Ça va être les grandes catégories de notre thématique. Et puis ensuite, j'ai des branches plus fines, des ramifications sur lesquelles je vais noter les détails avec des mots ou des pictos. Donc, vous voyez, c'est bien un outil de pensée visuelle. J'ai des mots et des éléments graphiques pour représenter de l'information. Les mots, c'est des mots-clés. Et les éléments graphiques, ce sont des pictogrammes, ce sont des petits dessins comme ça, des petits dessins simples. Ils sont très faciles à dessiner, ça s'apprend. Il n'y a pas besoin du tout de savoir dessiner. Et puis, on va avoir des branches. Voilà. Grosso modo, c'est les deux éléments graphiques qu'on utilise sur une carte mentale. Donc ça, c'est une carte mentale basique. On appelle ça niveau praticien. En un jour ou 2 jours de formation, avec un peu de pratique, vous pouvez faire des cartes comme ça. Pour vous donner un exemple, je vais vous donner des cartes vraiment d'un haut niveau.
quand c'est accessible à peu près à tout le monde, il faut juste investir un peu de temps et d'énergie pour pratiquer. Ça, c'est une carte d'une personne qui est devenue une amie, qu'on a formée aussi, qui est devenue championne du monde, c'était en 2021. Vous voyez, la carte est beaucoup plus esthétique, entre guillemets. Mais on n'est pas du tout obligé de faire ça pour faire de la carte mentale. On peut faire des cartes très simples aussi. Je vous donne un dernier exemple de carte à la main. Cette carte, j'ai un petit coup de cœur pour cette carte, parce qu'elle a une histoire, cette carte. C'est ma fille qui a participé au championnat du monde, c'était en 2022. En 2022, elle était en junior, elle avait 17 ans, et elle a tout remporté dans sa catégorie, donc elle a été quadruple championne du monde, voilà. Et ça, c'est une des cartes qu'elle a faites en compétition. Donc c'est pas évident, hein. Faut bien se rendre compte. Elle avait un magazine qui faisait une petite centaine de pages, et elle avait 2 heures pour lire le magazine et faire sa carte, produire cette carte-là. Voilà, tout ça en 2 heures. Donc, faut un petit peu, faut pas être un expert de la lecture rapide, mais il faut quand même maîtriser un peu les techniques de lecture rapide et efficace, et puis avoir un très bon niveau en mind mapping. Donc là, je vous ai montré une carte simple, 2 cartes un peu plus abouties pour vous montrer un peu les 2 extrêmes de ce qu'on peut faire. On peut aussi faire des cartes informatiques, parce que quand on a beaucoup d'informations à gérer ou quand on fait des cartes qu'on a besoin de modifier, comme sur de la gestion de projet, par exemple, l'ordinateur est le bienvenu avec des logiciels spécifiques. Et là, par exemple, vous voyez, vous avez une formation, c'est un accompagnement que j'ai fait cet été pour apprendre le dessin pour la pensée visuelle. Donc, on a fait 6 ateliers, ça a duré 1 heure, c'était très, très sympa. Et donc, j'ai utilisé une carte pour construire toute la séquence de formation. Et ça m'a servi aussi de support de présentation. Donc, ça, c'est une carte qui a été faite avec le logiciel Xmind, que j'utilise beaucoup quand j'ai besoin d'organiser des informations comme ça. Donc là, on a parlé de mind mapping, de carte mentale. On va changer d'outil. On va une dernière chose quand même sur le mind mapping, excusez-moi. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on va faire de mind mapping? Eh bien, le mind mapping, ça peut servir dans les 2 cas de figure que j'ai expliqués précédemment, et c'est à mon sens le seul outil qui permet de faire ça, de gérer à la fois les informations entrantes et les informations sortantes. C'est-à-dire que c'est un outil extrêmement puissant pour prendre des notes. Pour moi, c'est le plus précis, le plus puissant pour prendre des notes. Et c'est un outil qui vous permet aussi d'organiser très facilement vos idées et qui est très malléable, notamment avec la carte informatique. C'est un outil qui est aussi très puissant quand vous voulez mémoriser, parce que vous êtes obligé de développer un fort esprit de synthèse, de très bien clarifier, de très bien comprendre le sujet que vous voulez mémoriser. Et puis ensuite, il y a des techniques particulières. Quand on veut mémoriser, encoder rapidement une carte, il y a des techniques particulières quand on veut mémoriser une carte sur le long terme. C'est très, très efficace dans les études, que ce soit pour les enfants, pour les plus grands ou sur des reprises d'études quand on est adulte. Donc voilà, le mind mapping, ça sert vraiment à tout. Alors, c'est pas parce que je suis en Suisse à l'Institut Gautier que je vous dis ça, mais dans le monde de la pensée visuelle, on dit souvent que le mind mapping, c'est le couteau suisse de la pensée visuelle. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression en espagnol, le couteau suisse, et les Swiss Army, là, voilà. Parce que on peut tout faire avec le mind mapping en termes de gestion d'information. Mais c'est pas une panacée. Il y a d'autres outils qui font certaines choses mieux que le mind mapping, mais il est vraiment très, très adaptable. Donc voilà, j'en ai terminé pour le mind mapping. Je vais passer à un autre outil qui s'appelle le sketchnoting. Sketchnote. C'est un outil qui s'utilise, par contre, uniquement pour la prise de notes et la prise de notes pour soi. C'est aussi un outil de pensée visuelle. Je vais vous montrer quelques exemples de sketchnotes que j'ai pu réaliser. Ça, pour vous donner une idée du contexte dans lequel j'ai créé ce sketchnote. C'était une conférence, c'était en 2020, c'était avant le premier confinement en France. Et donc, c'était une conférence en direct. Donc, j'ai un cahier, voilà, il est là d'ailleurs. J'ai des cahiers comme ça, c'est un nouveau cahier, ça. J'ai un cahier comme ça que j'ouvre et que je mets sur mes genoux, et je prends des notes comme ça en direct. Donc, le conférencier parle et je capte en direct. Donc, quand on regarde ça, on se dit, waouh, mais
comment c'est possible, ça doit être super dur, etc., etc. C'est comme le mind mapping, c'est beaucoup de méthodologie, c'est de la méthode. Il faut savoir que quand on prend des notes sous forme de sketch notes, on commence pas comme de la prise de notes linéaire, on commence pas en haut à gauche ici, pour écrire de cette façon-là, pour finir en bas à droite. C'est pas du tout comme ça qu'on gère l'espace et l'information quand on sketch note et quand on mind map d'ailleurs. On commence toujours par ce qui est important et on finit par les détails. Donc là, ce qui est important, par exemple, sur un sketch note, ça va être le titre, ici. Donc, je viens avant la conférence et je prends le temps de faire le titre avant que la conférence commence. Et si j'ai le temps, je mets quelques éléments de contexte, comme l'auteur ou le sous-titre de la conférence. Et ensuite, pendant la conférence, ce que je vais faire, c'est que je vais noter des mots-clés. Je vais écouter les grandes idées que me donne le conférencier et je vais voir comment ces idées s'articulent. Je vais créer un système d'information au sens premier, pas au sens de l'informatique, les ordinateurs, mais vraiment un système d'information au sens premier. Des idées clés, comment ces idées s'articulent les unes avec les autres. Donc, vous voyez, ça fait 3 ans que j'ai fait cette prise de notes, plus de 3 ans, et je me souviens très bien qu'il y avait une introduction, 2 grandes parties, et je pourrais presque refaire la conférence rien qu'en relisant mes notes ici. Une fois que la conférence est finie, ou pendant les temps morts de la conférence, je vais habiller mon sketch note. Je vais faire les dessins, je vais faire les conteneurs comme ça, je vais changer les polices, je vais grossir un peu mes lettres, je vais mettre les ombrages. Vous voyez, je fais pas ça en direct, je fais ça après. Donc, je détaille un petit peu celui-là juste pour vous montrer comment ça se passe et que on jette pas ça comme ça sur une feuille. C'est vraiment de la méthode et ça s'apprend. Je vous montre quelques autres exemples. Ça, c'était une autre formation sur les tableaux de bord en entreprise. C'est une formation en Zoom que j'avais suivie. Et donc, c'est ma prise de notes de cette formation. Et je vous en ai mis une dernière. La conférence la masterclass de Yannick Gauthier, ici présent, sur la gestion du stress. En fait, c'est chaque année où on a préparé les championnats avec une équipe, j'ai proposé à Yannick, qui a toujours accepté bien volontiers, on le remercie pour ça, de nous faire une conférence masterclass sur la gestion du stress pour que les participants au championnat puissent vivre au mieux cet événement et vivre positivement le stress plutôt que de se faire dévorer un peu ou que leur capacité soit amoindrie à cause du stress. Donc ça, je crois que c'était ta première intervention, la première année, ça devait être en 2021, je crois, 2020, je sais plus. Donc voilà, un point d'entrée, les éléments de contexte. Là, il y avait quelques éléments d'introduction sur le stress, et puis il avait donné quelques solutions ici que j'ai mis dans des nuages, vous voyez, pour gérer son stress. Alors bien sûr, tout est en français. J'ai pas pris malheureusement, j'avais pas le temps de tout traduire. Donc ça, c'est du sketchnoting. Donc retenez bien, le sketchnoting, c'est vraiment de la prise de notes visuelle pour soi. Ça, c'est pas destiné à être partagé. On peut le partager, bien sûr, mais l'objectif premier, c'est prendre des notes pour soi, pour pouvoir relire, réutiliser ces informations à bon escient. Et vous pouvez voir peut-être la différence. Si vous prenez des notes aujourd'hui de façon linéaire, comme on apprend à l'école, combien de fois j'ai des gens qui me disent oui, je prends des notes, beaucoup de notes, mais je les relis jamais parce que c'est pas agréable, je m'y retrouve pas, c'est trop long. Avec ça, avec ces outils, le mind mapping ou le sketchnoting, c'est beaucoup plus amusant de prendre des notes et surtout, c'est beaucoup plus efficace de retrouver les informations derrière. Donc voilà pour le sketchnoting. Je vous propose un troisième outil. C'est ce qu'on appelle la facilitation graphique. La facilitation graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que la facilitation graphique ? Ça ressemble un peu au sketchnoting. On va avoir les mêmes éléments graphiques, c'est-à-dire un jeu sur les mots, sur la police de caractères. On va avoir des conteneurs, des connecteurs, des flèches, etc. Mais l'objectif de la facilitation graphique, c'est de produire des visuels pour d'autres personnes, pour des groupes. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors, souvent, les facilitateurs graphiques, vous voyez, ils travaillent sur des grandes fresques comme ça. Au passage, la personne que vous voyez en photo, c'est Sophie Le Penner. C'est aussi une amie, une de nos étudiantes qu'on a formée, qui a été aussi championne du monde de mind mapping, qui fait maintenant de la facilitation graphique. Et donc, ça, c'était une matinée d'échange entre des cadres autour de l'alimentation, voilà, et de l'agriculture, je crois. Donc, elle a capté toutes les idées.
qui étaient échangés pour qu'ils aient un visuel de synthèse en fin de réunion. Donc ça, c'est destiné, pas forcément à être partagé partout, mais en tout cas, c'est un très, très bon rappel de ce qui a été dit pour les gens qui étaient sur place. Donc la facilitation graphique, on peut pratiquer sur des grandes fresques comme ça. On peut aussi pratiquer sur des supports plus grands qu'une feuille, mais plus petits que ces fresques, sur des paperboards, sur des flipcharts. Donc, vous voyez, là, vous avez par exemple les productions. Alors, c'est pas moi qui les ai faites, vous avez les productions de gens que j'ai formés, 2 jours de formation d'initiation au mind mapping et à la facilitation graphique. Et l'objectif, c'était qu'ils puissent présenter, c'était dans une grande entreprise, excusez-moi, dans une grande entreprise, c'était 3 services différents, et je les ai mis par service pour qu'ils construisent ces visuels sur le fonctionnement de leur service. Et l'objectif, c'était qu'ils présentent leur service à leurs collègues. Parce que même s'ils étaient dans la même entreprise, ben, ils ne savaient pas trop ce qui se passait dans le service d'à côté, et ils se demandaient pourquoi des fois c'était un peu long, donc sur certaines opérations. Donc, grâce à cette démarche, ils ont pu comprendre exactement ce qui se passait. Ils ont même changé certains process. J'ai plusieurs services pour rendre ces process plus rapides et plus efficaces. Donc là, on est sur la facilitation graphique, analogique entre guillemets, c'est-à-dire papier, enfin feutre avec papier. On peut aussi faire de la facilitation graphique numérique. Moi, je pratique beaucoup ça. Là, vous voyez une planche que j'ai réalisée pour un ami qui a écrit un livre sur l'ikigai et le business. Je ne sais pas si vous connaissez l'ikigai, c'est un sujet très intéressant que je ne vais pas développer ici. Mais vous avez ici le résumé d'un chapitre entier sur les 6 piliers d'un business selon cet auteur. Okay. Donc, ces visuels, je les ai produits, il les a mis à la fin de chaque chapitre, ce qui permettait d'avoir un résumé visuel rapide. Alors, faites attention, je vois qu'il y en a qui font des traits rouges sur l'écran, je ne sais pas si vous les voyez. N'activez pas la fonction annoter parce qu'autrement, on va voir ces traits. Autre outil, le webbing. Je vais aller un peu plus vite à partir de maintenant parce que je vous ai montré les 3 principaux. Selon moi, c'est les 3 qu'on retrouve majoritairement. Je vais montrer quelques autres outils rapidement, juste pour vous montrer que il y a vraiment plein de façons d'utiliser des mots et des éléments graphiques pour représenter l'information et dans des contextes différents. Donc le webbing, c'est juste ce qu'on appelle aussi parfois des cartes à bulles. On met le sujet principal ici, les idées de cette façon-là. Ça ressemble au mind mapping, mais c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Mais d'un autre côté, on gagne en simplicité, mais c'est beaucoup moins puissant en termes d'utilisation et de ce qu'on peut en faire. On a le double webbing, qui est un très bon outil quand on veut visualiser la différence entre 2 sujets. On va mettre les points communs au centre et on va mettre les différences à la périphérie, comme ça. On pourrait, par exemple, faire un double webbing sur mind mapping et sketchnoting, par exemple. Il y a des points communs, il y a des différences et on pourrait avoir un support visuel pour expliquer ça de façon très claire. Je vais avancer. J'espère que ça va pour Angélique qui traduit en direct. Félicitations à elle, parce que ce n'est pas un exercice facile. D'accord, je vais parler un peu plus maintenant. Ok, donc on va parler maintenant de cartes conceptuelles. Alors c'est un autre outil de pensée visuelle encore, c'est né dans le monde universitaire aux États-Unis dans les années 70-80 de mémoire. Ça se présente sous cette forme. On va avoir un titre ici et on va avoir des concepts qui sont encapsulés dans des conteneurs, vous voyez. Et la grande force de la carte conceptuelle, c'est de lier tous les concepts avec des connecteurs. Et vous voyez, chaque lien est nommé. Ça, c'est un outil très puissant de clarification pour s'assurer qu'on ait bien compris un sujet. Donc ça, c'est la carte conceptuelle. Je vais avancer. Encore une fois, j'accélère un petit peu. Je vais vous présenter ce qu'on appelle le diagramme d'Ishikawa, qui est beaucoup utilisé dans ce qu'on appelle l'arbre des causes en accidentologie, quand on veut remonter à l'origine d'un accident ou d'une contre-performance. Ça se présente, on appelle ça aussi le diagramme en arête de poisson. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ça se présente de cette façon-là. On va avoir le problème que l'on rencontre.
Et dans le monde de l'entreprise, on va avoir ces items ici. Et on va noter pour chaque item, pour chaque catégorie, on va noter des idées. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au niveau du milieu, au niveau de la maîtrise d'œuvre, au niveau des méthodes, au niveau des machines, au niveau des matières. On va essayer pour chacune de ces catégories, on va essayer de trouver tout ce qui n'a pas pu fonctionner, qui nous a amené à la contre-performance du problème. Et donc, pour illustrer ça, il y a un exemple qui est assez connu, c'est comment est-ce que j'ai raté ma tarte aux pommes? Donc, dans les matières, peut-être que j'avais des mauvaises pommes, peut-être que la farine était de mauvaise qualité, etc., etc. Je vais chercher toutes les causes possibles qui m'ont amené à ce mauvais résultat. Donc ça, c'est le diagramme d'Ishikawa, on appelle ça aussi diagramme en arrêt de poisson, et c'est un outil d'analyse d'accident ou de contre-performance. Allez, hop, le diagramme de Venn. Le diagramme de Venn, certains connaissent peut-être. C'est pas un outil de pensée visuelle à la base, c'est un outil de mathématiques sur la théorie des ensembles, je crois, qui a été détourné et ça sert à montrer les interactions entre différents sujets. Donc, je vous parlais d'ikigai tout à l'heure. L'ikigai, c'est ça. C'est le schéma pour représenter l'ikigai. J'ai plusieurs items, vous voyez ici, qui sont en relation les uns avec les autres. Et pour visualiser ces relations, je peux utiliser un diagramme de Venn. Souvent, on va avoir deux cercles, voire 3 cercles, un peu plus rarement 4 cercles comme ça. Ensuite, la matrice d'Eisenhower, je ne sais pas si ça vous parle, sur la gestion du temps. C'est très connu dans les méthodes de productivité américaines, ils en parlent beaucoup. Ce qui est urgent et non important, en fait, on a 2 critères, excusez-moi. On a le critère de l'urgence, le critère d'importance, et donc on va mettre les tâches dans ces 4 cases, et pour chaque case, on va avoir des choses à faire par rapport à ces tâches. Mais je ne vais pas développer ici, parce qu'on pourrait passer 1 heure sur l'organisation personnelle et la pensée visuelle. Il y a plein de choses à développer, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Le diagramme de Gantt, je ne sais pas si vous connaissez, c'est aussi en France, c'est connu, mais je pense que dans les entreprises au Mexique ou dans les autres pays hispanophones, je crois qu'on dit, oui, parle espagnol, c'est très connu. Le diagramme de Gantt, c'est un diagramme de gestion de projet où on va avoir différentes étapes du projet, une ligne de temps en bas, et on a les différentes étapes qui s'enchaînent sur la ligne de temps. Ça, c'est un diagramme un diagramme de Venn. Un diagramme de Gantt, excusez-moi, un diagramme de Gantt simple. Des fois, on a des différentes étapes qui se chevauchent, etc. Sachez qu'avec des logiciels, on peut passer d'une carte mentale, c'est-à-dire réfléchir à son projet en mode arborescent, noter toutes ses idées, et en un clic, on transforme sa carte en diagramme de Gantt comme ça. C'est très puissant pour la gestion de projet. Ça doit être le dernier, je crois, que je vous ai proposé, que je vais vous proposer, le business model Canva. Cocorico, c'est 2 Français qui ont mis ça au point, même si ils ont donné un nom anglais. Et je pense que c'est très utilisé dans le monde entier aussi. C'est une façon visuelle de représenter une entreprise et les différentes parties, fonctions de l'entreprise et les interactions entre. Donc, on a un schéma pour représenter ça. Donc, on a grosso modo le fonctionnement d'une entreprise ici, avec les différents postes, etc. Donc, le schéma, c'est bien, mais comment on se sert du business model Canva? On va utiliser une matrice, on met ça au mur en général, et on va écrire sur cette matrice, on va mettre des post-it avec les différents items. Vous voyez, tout ce qui est ici, partenaire clé, par exemple ici, coût de structure, c'est ce qu'on va retrouver ici, partenaire clé, coût de structure, etc. Donc, j'ai la matrice et je vais réfléchir. Alors, en général, on ne fait pas ça tout seul, on fait ça à plusieurs pour le travail collaboratif. C'est un bon moyen de construire ou d'améliorer le fonctionnement d'une entreprise. Voilà, je vous ai montré un certain nombre d'outils de pensée visuelle. Alors peut-être que, sans doute même, que vous n'avez pas tous été formés par Anjali ou MyMapping ou aux outils de pensée visuelle.
Et quand vous voyez des choses, je pense plutôt à des choses comme ça, voilà, quand vous voyez des pictos comme ça, vous vous dites peut-être ah mais moi, c'est pas pour moi, je suis pas doué en dessin, c'est pas possible. J'aimerais vous montrer la première fois que j'ai fait des pictogrammes. C'était en 2012 ou 2013, d'accord? C'était il y a 10 ans. La première fois que j'ai fait des pictogrammes, j'ai fait ça. Et s'il vous plaît, on ne rigole pas. C'est vexant autrement. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous pouvez voir qu'à ce moment-là, je dessinais comme un enfant de 5-6 ans. Et pourquoi ça? Tout simplement, alors je ne sais pas comment ça se passe dans vos pays, mais en France, on a 3 ans d'école maternelle entre 3 ans et 6 ans, où on incite les enfants à dessiner, à s'exprimer par le dessin, à jouer, etc. Et à 6 ans, on rentre, en France, ça s'appelle le CP, et à 6 ans, on assoit l'enfant et à un bureau et on lui apprend à lire et à écrire. Et ça vous est arrivé quand vous avez appris à lire et à écrire. Et si vous ne faites rien d'autre, si vous ne remettez pas ça en question, vous allez faire ça toute votre vie. Lire et écrire en linéaire sans jamais utiliser la puissance du dessin. Et donc, ce que je préconise, ce que j'enseigne vraiment, ce que je défends, c'est ce que j'appelle le dessin pour la pensée visuelle, qui est un style de dessin très simple, très épuré. Ça n'a rien à voir avec du dessin artistique. Il n'y a pas besoin de faire 5 ans de cours de dessin pour arriver à quelque chose. Ce sont des traits très simples. Et en 1 heure, vous pouvez arriver, en 1 heure ou 2, vous pouvez arriver à dessiner des choses comme ça. Ceux qui ont fait la formation avec Angélie, je l'ai formé à mes méthodes, et donc vous avez pu voir, si vous n'avez pas vu ces pictogrammes-là, j'imagine qu'Angélie, tu as dû utiliser les mêmes termes que moi, mais si vous connaissez l'alphabet visuel et l'ingénierie inverse, c'est très facile de reproduire ces pictos. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce que je voulais vous présenter. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. J'espère que vous avez découvert des choses. Et initialement, je devais répondre à des questions. Donc, super, merci. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par je ne sais pas quel biais, le chat peut-être. Je ne sais pas comment ça se passe. Et Angélie, je ne sais pas, c'est toi qui me traduis les questions? Muchísimas gracias, Cyril. Vamos, para que, todos podamos, para que nos puedas contestar todas las preguntas. Si hay quienes quieren apuntarlas en el chat, así por si hay una misma pregunta, pues ya la escogemos. Luz Angeli, ¿te parece? Y vamos agrupando un poquito la información, pero si alguien quiere hablar, por favor, también nada más levante la manita para irle dando. Mira, por ejemplo, aquí Fer, ella es de CDMX, si quieres activar tu audio para que puedas hacer la pregunta, por favor, y así quien quiera preguntar, levante su manita y le vamos dando para que se pueda grabar y no se amontonen todas las voces, por favor. Adelante, Fer. Gracias, buenas tardes acá en México. Entiendo que se va especializando cada mapa para cada área de la vida o profesión y no terminé de entender el Webbing Map, si tiene que ver con redes sociales y esos modos de esquematizar virtualmente las ideas que queremos compartir. Gracias. Luz Angeli, ¿estás por ahí? Creo que Luz Angeli salió. A ver, déjenme ver. Un momento. Ça m'est arrivé d'en voir. Alors, perdón. Souvent, on utilise ça en version informatique. On fait des infographies, souvent, avec du webbing. Ce sont des infographies qu'on fait à l'ordinateur. À la main, ça n'a pas trop d'intérêt à partager. C'est donc je disais, sur les réseaux sociaux, quand je vois des choses comme ça, c'est plutôt des infographies, donc des visuels qui sont faits à l'ordinateur. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, le service en ligne Canva, qui permet de faire des choses comme ça assez facilement. Mais du webbing à la main, c'est assez rare. Oui. Il y a une autre question, peut-être? Soreli.
Tu lui dis non, j'ai menti. Non, c'est vraiment en direct. Je vais vous montrer des... Regardez. Ouais, vous arrivez à voir. Ouais, ça, c'est mon cahier. J'ai une dizaine de cahiers comme ça, au fur et à mesure. Et à chaque fois que je prends des notes, je ne sais pas si vous voyez, mais tout est en sketchnote ou en mind map. Voilà, tout le temps. Donc, par exemple, je vais faire... il y a des choses un peu confidentielles avec les numéros de téléphone et les noms des clients. Je ne vais pas vous montrer ça. Parce que j'ai... Qu'est-ce que je peux vous montrer? Par exemple, ça. Alors, c'était quoi, ça? Ça, c'est pas en direct. C'était pour présenter un client. C'était pour poser mes idées autour de... On avait eu un échange et j'avais pris d'autres notes et j'ai mis ça au propre sous forme de carte pour lui montrer. Ok, ça, c'était pas en direct, par exemple. Mais est-ce que je peux vous montrer que j'ai fait en direct? Bien sûr, j'en ai plein. Ça, je peux vous montrer. Voilà, ça. Rien de confidentiel. Vous voyez, ça, c'était une discussion avec quelqu'un autour d'un projet. On était en Zoom, comme là, et donc je prenais mes notes pendant l'entretien, tout simplement. Donc oui, ça se fait comme ça. Alors, le prénom de la personne, c'est quoi, Angéline? Le prénom de la personne, c'est? Qui a posé la question, tu te souviens? Me llamo Soreli. Chapeau por todo lo que hace. Ok. D'accord. Sorelli. Mais il y a un truc qu'il faut absolument avoir pour faire ça, c'est le talent. Non, je plaisante. Il n'y a aucun talent, en fait. C'est dur à exprimer parce que vous voyez ça, vous avez l'impression que je vends du rêve. Ça n'est que de la méthodologie. C'est extrêmement simple. Vous voyez un produit fini de quelqu'un qui fait ça depuis 10 ans, mais vous pourriez voir quelqu'un qui pratique depuis 2-3 mois. Il ferait des choses très, très bien déjà. Ça va très vite. Ça s'apprend. C'est de la méthodologie. Ça s'invente pas. Je vais vous donner un exemple, par exemple, sur le sketchnoting et sur le mind mapping. Quand on prend des notes visuelles, il y a 3 étapes très importantes à respecter si on veut que ça marche. La première étape, la première phase, c'est la phase de préparation. Donc, pour un sketchnote, je vais écrire mon titre, mes éléments de contexte. Donc, par exemple, si c'est une conférence, donc j'arrive avant la conférence, si c'est dans ce contexte-là, je vais écrire le titre, je vais écrire le nom du conférencier, le lieu, la date éventuellement. Alors, je parle d'une conférence, mais ça pourrait être une formation ou une réunion, ça serait pareil. Donc, je prépare ça, donc c'est la phase de préparation. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de captation. Il y a une façon particulière d'écouter, il y a une façon particulière, ça vient vraiment avec l'habitude, et on ne note pas tout d'un coup. Je vous le disais, le secret, c'est d'aller du global vers le détail, de l'important vers le détail. Donc, je commence par les mots importants, etc. Et petit à petit, si j'ai du temps, je vais mettre des éléments un peu graphiques en plus. Et dans un troisième temps, la troisième phase, c'est ce que j'appelle la phase de finalisation. Quand la phase de captation est terminée, vous avez quelque chose qui n'est pas fini. Et c'est là que je vais mettre les conteneurs, les pictos, la couleur, si besoin, des choses comme ça. Si j'utilise une métaphore, la construction d'une maison, la phase de préparation, je fais les fondations. La phase de captation, je fais les murs, le toit, je mets les fenêtres. La phase de finalisation, je fais tout le reste pour habiter dans la maison.
C'est comme ça qu'on peut arriver à ce genre de résultat. Faut pas se dire, c'est pas la même logique que la prise de notes qu'on apprend à l'école. Je peux vous montrer un autre exemple. Par exemple, vous voyez ça, là, j'ai à côté de moi. C'est une formation en ligne, la 25e heure. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. C'est un livre français, je pense qu'il a été traduit en anglais, c'est sûr, sur l'organisation personnelle. Ils ont fait c'est en français, ils ont fait une formation vidéo à partir de ce livre, les auteurs de ce livre. J'ai préparé. Alors, c'est sur la 25e heure, c'est sur l'efficacité personnelle. Donc ici, j'ai préparé ma carte avant la vidéo. J'ai le titre. Merci. J'ai le titre. En élément de contexte, j'ai marqué que c'était du e-learning ici. C'est la partie 1 sur s'organiser. Et ça, c'est la date à laquelle j'ai réalisé cette prise de notes. Ensuite, je lance la vidéo. Et je vais noter les infos sous forme de mots-clés. Donc, quand on a l'habitude, on anticipe un petit peu l'espace qu'on laisse. Quand je sais que c'est comme un sous-titre, je vais écrire un peu plus gros. Mais je ne vais pas repasser le texte en gras. J'écris simplement en plus gros. C'est dans la phase de finalisation que je vais écrire en plus gras après. Je ne fais pas ces traits ici. Je ne fais même pas forcément le bonhomme. Ça dépend de la vitesse à laquelle va la personne qui parle. Et j'écris les mots, je fais mes listes, etc. Quand la formation est terminée, je vais dessiner ou mettre en couleur mon bonhomme. Je vais faire ces conteneurs comme ça, ces séparateurs, conteneurs ici. Je vais tout organiser. Je vais rajouter ce mot que je n'avais pas mis à ce moment-là, etc., etc. Et comme j'avais de la place ici, j'ai mis un exemple. C'est un mail qu'il donnait pour savoir comment dire non à quelqu'un qui vous demande un service. Comment dire non poliment pour dire que vous n'allez pas prendre cet engagement en plus. Donc, c'est un exemple linéaire. Donc, j'ai écrit le texte en entier ici. Vous voyez, j'avais un peu de place. Donc, ça, c'est les différentes étapes. Préparation, captation et finalisation. Et ben, le mind mapping, c'est souvent l'intermédiaire, en fait. Ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, comment dire ça il y a les gens qui travaillent sur la production, qui organisent le travail, etc. Et parfois, il y a quelqu'un qui prend du recul par rapport à ce travail, qui se dit comment je peux améliorer ça. Et là, en général, on fait appel à un consultant extérieur. Il va être formé sur une méthode X ou Y. Et dans toutes ces méthodes, il y a du management visuel en général. Je pense au Lean Six Sigma, je pense au 5S, je pense au Kanban, je pense voilà, des outils comme Ishikawa et compagnie. Mm-hmm. Et donc, dans ce contexte-là, ces outils sont utilisés dans un champ d'application extrêmement restreint pour une application précise. Après, si une entreprise a la chance de s'intéresser au mind mapping et de vouloir intégrer le mind mapping dans un service pour tester, par exemple, le mind mapping, vas-y, je te laisse traduire. Le mind mapping, il va pas être juste utilisé pour une application particulière. On va pouvoir faire la préparation des projets, le suivi des projets, les comptes rendus de réunion. C'est une autre façon on peut même faire un agenda sur le mind mapping. C'est vraiment une autre façon d'utiliser, de gérer l'information dans son quotidien professionnel. Et le meilleur dans ces formations, je forme beaucoup en entreprise. Le meilleur dans ces formations, c'est que les gens vont aussi s'en servir dans leur vie personnelle. Parce que ça soit au travail ou dans notre vie personnelle, de toute façon, on a beaucoup d'informations à gérer. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens vont commencer à penser autrement et être plus efficients cognitivement, c'est-à-dire plus efficients dans le traitement de l'information. Et après, pour les plus intéressés, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y en a qui vont se mettre vers la facilitation graphique, vraiment utiliser le visuel pour les équipes, les interactions entre les équipes, etc. C'est le niveau d'après. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est la facilitation graphique, utiliser le visuel pour les interactions au sein d'un groupe. Quand on apprend le mind mapping, c'est important de faire que du mind mapping.
d'être capable de faire du mind mapping en respectant les règles de construction d'un mind map. Je ne sais pas si certains d'entre vous qui êtes là se sont formés avec Angeli au Mexique, mais dans le mind mapping, on a 7 règles de base. On a 7 règles de base au niveau praticien. Et c'est important de savoir les mettre en œuvre quand on prend des notes, par exemple. Et c'est très important de savoir ne pas les respecter aussi. La clé, c'est d'être conscient de ce qu'on fait, en fait, de savoir pourquoi on le fait. Le but, c'est d'avoir comment on dit en français, un range en anglais, je cherche un terme, d'avoir une plage, range en anglais, je ne sais pas si ça te parle, Angélie, d'avoir une plage de pratique, comme un curseur, on est capable d'aller très loin, et en fonction de ce qu'on a besoin, on peut revenir en arrière en termes de complexité de savoir-faire. Par exemple, ça m'arrive souvent de faire des cartes en noir et blanc. Parce que mon objectif de prise de notes, j'ai pas besoin d'investir trop de temps et trop d'argent à faire une super carte. C'est pas la peine pour ce que je prends en note. Le danger de combiner plusieurs outils comme le mind mapping et le sketchnoting, c'est de compenser un manque de compétences dans le mind mapping en faisant un petit schéma à côté, par exemple. Par contre, des fois, alors, quand on maîtrise bien le mind mapping, quand on maîtrise bien le sketchnoting, et ben des fois, il y a des structures d'information que je pourrais très bien cartographier sous forme de carte mentale. Mais c'est plus clair, plus net de choisir pour une partie de la carte une autre structure de sketchnote, comme des structures de process ou de cycle ou de choses comme ça. Mais je sais pourquoi je le fais. Voilà. Mon micro était coupé. S'il y a d'autres questions, je peux les prendre après, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est vous qui décidez. Alors, pour Alzheimer, je suis pas compétent pour répondre, mais je peux donner une impression, je peux donner un sentiment par rapport à ça, on va dire. C'est que pour ce genre de pathologie, c'est très important de maintenir une bonne activité cognitive pour que le déclin soit plus lent. Donc, le fait d'apprendre à faire des pictos, le fait d'apprendre à raisonner, je pense que ça peut être très utile. Mais il n'y a pas que ça. Ils peuvent aussi travailler sur les techniques de mémorisation, sur le rappel de la journée, etc. Vraiment faire des exercices cognitifs. Pas forcément que des outils de pensée visuelle. Ça peut aider, mais c'est pas un soin, très clairement. Okay. Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si jamais c'est un sujet récurrent qu'ils veulent en savoir plus, tu peux leur dire faut s'adresser à Claudia, en fait, mon associée, qui elle est un CV long comme le bras et de la pratique dans le domaine. Et moi, c'est pas mon champ de compétences. Un grand merci à tout le monde. On a eu plus de 75 personnes. C'est la première fois. C'est la première fois qu'on puisse réunir autant de monde. Bravo, merci. Merci Laura d'avoir permis de partager ces outils qui sont extraordinaires, qui ont changé ma vie. Et puis un grand merci à Cyril pour cette magnifique conférence. Hasta luego. Au revoir à tous.